Bonjour et bienvenue à la mise à jour des perspectives économiques FAC. Donc, bienvenue à ceux qui regardent l'événement en direct aujourd'hui, le 18 septembre. Et si vous vous joignez à nous en différé, ben, merci d'être des nôtres. J'aimerais commencer par une reconnaissance des territoires autochtones. Nous nous rencontrons virtuellement aujourd'hui, et peu importe où on se trouve au Canada, nous sommes sur des territoires autochtones traditionnels, avec des riches traditions et histoires qui doivent être honorées. Et c'est notre engagement, dis-je bien, dans un esprit de réconciliation, de collaboration, à honorer les peuples autochtones en tant que contributeurs essentiels à notre société et à respecter la diversité et la force de tous les peuples autochtones de ce pays. Donc, il y a beaucoup à couvrir au cours des 60 prochaines minutes. Il semble que l'année 2025 a passé très vite, pas fini nécessairement de toute évidence, mais il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, on publiait nos perspectives 2025 lors d'un événement similaire au mois de janvier. Et voici maintenant, on est au mois de septembre et on pensait que aujourd'hui serait un bon moment de faire un bref rappel de où on a été et puis de maintenant comment les choses se placent pour la fin 2025, puis même aussi commencer à entrevoir un peu de ce qu'on peut anticiper pour l'année 2026. On fait de notre mieux pour vous tenir informés avec des bulletins d'information publiés de façon hebdomadaire sur le site web de FAC, fac.ca, dans la section services économiques. Mais encore une fois, je pense qu'il est intéressant, étant donné de tout ce qui se passe, il n'y a pas, c'est vraiment pas une pénurie d'événements à discuter en commençant par ce qui se passe du côté des États-Unis. C'est important, je pense, de consacrer une heure, dis-je bien, à essayer de voir où on peut s'en aller. Donc, on va essayer, dans un instant, j'introduirai mon collègue, mais on va essayer de garder un peu de temps à la fin pour des questions. Donc, je pense que vous pouvez voir sur votre écran une section où vous pouvez écrire certaines questions. Tellement de choses à discuter aujourd'hui. On va faire de notre mieux pour garder du temps, mais si on n'a pas de temps à la fin, on essaiera de trouver une façon d'être capable de faire un suivi après la production de ces événements-là en direct aujourd'hui, faire un suivi et répondre à ces questions-là. Donc, on va commencer par un aperçu général des conditions économiques. Et pour ce faire, j'aimerais aussi présenter mon collègue Christian Rangasamy. Christian est directeur des services économiques chez FAC, économiste principal. Donc, Christian, on va bien bientôt te mettre à l'écran pour parler des conditions macroéconomiques. Je pense que d'un point de vue macro, il y a certaines variables économiques qui ont un peu plus d'importance que d'autres par rapport, par exemple, taux d'intérêt, taux de change, etc. Mais si on commence à parler des perspectives économiques, on a au deuxième trimestre au Canada un déclin ou une diminution du PIB, du produit intérieur brut au deuxième trimestre. La guerre commerciale a de toute évidence plusieurs implications pour l'économie canadienne. Si tu prenais un petit peu de temps là, pour nous faire un topo avant de rentrer là, plus spécifiquement dans les perspectives de taux d'intérêt et de valeur du dollar canadien. Bonjour Jean-Philippe et bonjour à tous ceux et celles qui suivent cet événement. Non, bien sûr, juste pour rappeler à nos auditeurs ici, je vais faire un sommaire sur notre vue de l'économie, mais si vous voulez plus de détails, je vous recommande de regarder notre mise à jour économique 2025-2026 qu'on a publiée hier, que vous pouvez d'ailleurs télécharger sur notre site web. Pour commencer, oui, c'est vrai qu'il y a la guerre commerciale laisse des traces au Canada, Jean-Philippe. Même si la majorité des marchandises que nous envoyons aux États-Unis sont exemptes des droits de douane grâce à l'accord Canada-États-Unis-Mexique, la SIOM, mais le fait que nos exportations et nos investissements des entreprises ont malgré ça ralenti dans le deuxième trimestre, qui a entraîné une baisse du PIB, comme tu l'as mentionné au début. Donc, ça a effacé en grande partie les gains qu'on a observés plus tôt de l'année, de sorte que le Canada est maintenant en voie de voir son PIB croître d'environ 1,1% en 2025, donc proche de 1. Et comme vous pouvez voir sur la graphique, la Banque du Canada est un peu plus optimiste que nous, mais pas tellement. Nos prévisions 2025 et celui de la Banque du Canada sont tous deux bien au-dessous du potentiel de l'économie. Ce qui m'amène, Jean-Philippe, à expliquer ici que ce n'est pas seulement la guerre commerciale disons, faiblit l'économie, mais il y a des tendances quand même qui perdurent parce que la croissance économique canadienne, là, c'est, comme je t'ai dit, mentionné 1,1 pour cette année. Ça fait 3 années de suite là, qu'on est avec une croissance de moins de 2%. Donc, il y a des facteurs, il y a des problèmes cycliques comme la guerre commerciale, bien sûr, mais il y a certainement des problèmes structurels aussi. Et là, on pense particulièrement au potentiel économique, c'est-à-dire ce que l'économie peut produire
en se servant de toutes ces ressources. Les économistes appellent ça le PIB potentiel. Et la façon qu'ils calculent ça, c'est la croissance du PIB potentiel, c'est ils ajoutent la croissance de la population active et la croissance de la productivité. C'est un peu comme une limite de vitesse de l'économie. Et malheureusement, à cause de la stagnation de la productivité au Canada et un fort ralentissement de la croissance démographique, ben, la croissance du PIB potentiel est très faible. C'est pourquoi nous, on pense les plans du gouvernement fédéral qui visent à augmenter les dépenses en matière de défense et d'infrastructure. Il faut se rappeler, la loi visant à bâtir le Canada a été votée. Donc, cette loi-là est la bienvenue, en notre opinion, parce que de telles dépenses peuvent aider à relancer l'investissement privé. Je vous donne un exemple ici, là. Les dépenses en infrastructure, par exemple, telles les routes, les voies ferrées, les ports et les pipelines, tout ça, ces choses-là peuvent ouvrir des nouveaux marchés aux exportateurs et donc accroître les investissements du secteur privé. Mais c'est vrai que ça va prendre un certain temps pour que ce plan du gouvernement fédéral se traduise par des projets et stimule l'activité économique. Donc, je retiens deux choses, ce que tu as dit au tout début, donc la proportion des exportations canadiennes qui sont quand même exempts de tarifs parce qu'on parle d'environ 90 là, c'est le chiffre qui est la plupart du temps véhiculé en termes d'exportations canadiennes qui ne sont pas soumis aux tarifs des États-Unis en raison de l'accord de libre-échange qui existe. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été, qui ont été traversé le processus, si on veut, pour être conformes à l'accord de libre-échange et donc de bénéficier d'une entrée aux États-Unis sans être tarifé. Il y a encore beaucoup de confusion, par exemple, ce qu'on entend de la part de beaucoup de clients, c'est qu'il y a encore beaucoup de confusion sur l'application des tarifs. En agriculture, pratiquement 100% des exportations sont exemptes de tarifs. Dans l'alimentation, dans l'alimentaire, on peut parler d'une proportion qui tourne autour de 97%. Mais si on en venait à perdre cette exemption-là, pour la plupart des exportations canadiennes, donc ça pourrait avoir des conséquences désastreuses. Et évidemment, c'est pas nécessairement juste une question tarifaire, c'est aussi une question, comme tu disais, une tendance, d'un défi là, de productivité qu'on a au Canada et qu'on traîne en fait depuis un certain temps. Euh, Ceci étant dit, donc, on a hier une baisse du taux d'intérêt de la Banque du Canada. Donc, il semble que le fardeau de relancer l'économie canadienne semble peut-être euh, donc être plutôt du fait de la responsabilité de la Banque du Canada, parce que ça peut prendre un certain temps, si on veut, à changer là, le vent, faire tourner le vent pour propulser l'économie canadienne en termes de programmes d'infrastructure, etc. Donc, à court terme, est-ce que tu dirais, est-ce que c'est la responsabilité de la Banque du Canada? Peut-être je te mettrais sur la sellette une baisse de taux hier, une autre décision au mois d'octobre, une autre décision au mois de décembre. Qu'est-ce que tu t'attends pour octobre et décembre de la part de la Banque Absolument. du Canada? Oui, merci pour la question. Ouais, je pense que le taux directeur de la Banque du Canada, comme tu dis, il a été abaissé hier à 2,5 Donc, ça pourrait atteindre 2 avant la fin de l'année, ce qui représente deux réductions de taux de 25 points de base supplémentaires. Et ça pour empêcher que le ralentissement économique qu'on voit en ce moment, ben, ça se transforme en récession. On sait que, et la Banque du Canada est en position de le faire, hein, d'abaisser les taux parce que l'inflation fondamentale a quand même ralenti. Mais plus important encore, il y a une probabilité accrue que cette tendance à la baisse soit durable. Et ici, on pense à l'écart de production, c'est-à-dire l'offre excédentaire qui augmente au Canada grâce à la croissance du PIB qui est inférieure au potentiel, comme je l'ai mentionné. On pense aussi à la suppression des tarifs de représailles. Donc, ça, c'est quelque chose d'autre qui est important, qui vont faire aussi diminuer les pressions inflationnistes. Il y a un autre facteur clé, et là, je vais montrer la graphique qui suit là. On voit quand même une faiblesse du marché du travail qui se traduit par une faible croissance des salaires. Donc, il faut se rappeler, le salaire, c'est un coût commercial majeur qui est souvent répercuté sur les consommateurs à travers les prix. Et là, on voit la croissance des salaires qui est au plus bas depuis 2020. Donc, tout ça pour dire qu'il y aura probablement encore des baisses de taux de la Banque du Canada parce que ben, les pressions inflationnistes se dissipent. Donc, je trouve ça intéressant que dans les médias, on fait souvent mention de la décision de la Banque du Canada. C'est important, c'est sûr, une baisse du taux de la banque, un effet sur le taux préférentiel, un effet sur les taux variables, mais on oublie souvent la discussion à propos des taux d'intérêt de plus long terme. C'est-à-dire, si on prend par exemple un taux fixe 5 ans sur un prêt hypothécaire, bien celui-ci est, oui, bien sûr, influencé par les décisions de la Banque du Canada, mais est aussi influencé par d'autres facteurs. Si on prend le taux, par exemple, un taux fixe 5 ans pré-hypothécaire au Canada. Donc,
quelles sont les attentes? Et puis je sais que ces taux-là n'ont pas nécessairement diminué, ont même quelque peu augmenté dans certains cas autour de l'année, au début de l'année, ou en tout cas dans le milieu de l'année 2025. Mais à quoi peut-on s'attendre, ce qui a trait, par exemple, autour de plus long terme, si on pense taux fixe, prêt hypothécaire, etc., 5 ans et plus? Ouais, non, ça c'est une bonne question parce que les clients nous posent souvent la question, ils disent, écoute, les taux de la Banque du Canada baissent, mais les taux à long terme, ça ne bouge pas beaucoup. C'est vrai, donc les taux longs canadiens sont élevés et en notre opinion, ça va rester élevé étant donné qu'ils sont fortement corrélés avec les bons du Trésor américain. Donc rien à faire avec l'économie canadienne, tout à faire avec, et beaucoup à faire avec l'économie américaine. Et on sait très bien que les politiques inflationnistes américaines, par exemple les tarifs douaniers, les répressions de l'immigration, réduction d'impôts, tout ça, donc, ont quand même jeté des doutes parmi les détenteurs d'obligations américaines sur le fait que le Congrès américain sera pas en mesure de contrôler le déficit budgétaire américain. Et donc, ça, c'est susceptible de maintenir les rendements des obligations américaines à long terme à un niveau élevé. Donc, ça affecte aussi les obligations canadiennes. Il y a aussi, bien sûr, les craintes que la Réserve fédérale perde son indépendance. Donc, ça ne rassure pas non plus les investisseurs sur les bons du Trésor américain. Donc, en termes simples, comme en fait, la prochaine graphique peut le démontrer ici, la pente de la courbe de rendement canadienne risque de s'accentuer au cours des prochains trimestres. Oui, baisse de taux directeur apportera un certain soulagement. Ça, c'est la courbe de rendement à court terme qui, en notre opinion, a encore une marge pour baisser. Donc, cela devrait apporter un certain soulagement aux emprunteurs qui utilisent des produits à taux flexibles, par exemple. Mais ceux qui obtiennent des nouveaux produits à taux fixe ou même renouvellent des produits à taux fixe, par exemple les prêts hypothécaires, dont les taux sont souvent liés au rendement des obligations du gouvernement à long terme, ben, pour ces gens-là, il n'y aura malheureusement pas beaucoup de répit en notre opinion. Donc, ça éclaire un peu là, les décisions parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui doivent prendre décisions renouvellement de prêts ou encore nouveaux investissements. Ce qu'on y va avec du court terme, long terme, on pense qu'il y a un peu plus de place, si on veut, pour que les taux de court terme diminuent, mais à long terme, effectivement, comme tu viens de le dire, avec tout ce qui se passe du côté des États-Unis, c'est difficile de voir le marché des obligations générer des taux d'intérêt plus bas ou significativement plus bas qu'ils ne le sont présentement. OK, on pourrait parler énormément de dynamique d'inflation, taux d'intérêt. Allons-y. Dernière chose, du côté plus macro. Après ça, on va faire un survol des perspectives plus spécifiques au marché agricole et agroalimentaire. Si on va du côté du taux de change, la valeur du dollar canadien a une influence assez significative, si on veut, sur les revenus agricoles et pour les entreprises de transformation aussi. Donc, à quoi peut-on s'attendre pour la valeur du dollar canadien? Ouais, pour le dollar canadien, c'est un peu plus difficile à déchiffrer comparé au taux d'intérêt, par exemple, parce qu'il y a des facteurs qui aident le dollar canadien, mais il y a aussi des facteurs, des vents contraires. Euh, et là, je le mets à l'écran, là, il y a une graphique quand même que je vois très intéressante. Graphique gauche, là, vous pouvez voir le dollar américain, l'indice de dollar américain qui plante depuis début d'année. Mais graphique droite, là, ça démontre que le dollar canadien, oui, ça a apprécié, mais pas beaucoup par rapport aux autres devises. Bien sûr, tout ça, c'est comparé au dollar américain. Donc, on a apprécié par rapport au dollar américain, mais pas autant que les autres devises qui ont apprécié beaucoup plus par rapport au dollar américain. Donc, ça, c'est quelque chose quand même qui démontre qu'il y a, oui, hein, le dollar canadien bénéficie de la faiblesse généralisée du dollar américain, mais quand même, il y a d'autres choses là qui nous empêchent de voir comme une devise qui monte en flèche comme les autres devises. Et là, on pense que la dynamique, ça reflète en partie l'économie canadienne, on l'a mentionné au début, là. Une contraction du PIB, ça fait grimper le déficit commercial aussi, avec les tarifs qui font grimper les déficits commerciaux. Donc, tout ça pèse sur la monnaie canadienne. Donc, nous, on pense que cette dynamique de faiblesse du dollar américain, on pense que ça va continuer avec la Réserve fédérale qui va continuer de baisser des taux, et, et la faiblesse des fondamentaux économiques canadiens persisteront à court et à moyen terme. Donc, ça va laisser le dollar canadien dans la fourchette 72 à 74 cents américains, en notre opinion, au cours des 12 prochains mois. C'est intéressant, juste pour finir sur la perspective, si on veut, du dollar canadien, parce que quand on parle de variation de la devise, et puis là, je vais donner des chiffres, et on ne s'attend pas à ce que la devise varie des chiffres que je vais nommer, mais juste pour donner une idée de l'impact, si on veut, d'une variation de la valeur du dollar canadien. Lorsque le dollar canadien perd à peu près 10 de sa valeur, on peut penser que ça cause, toute chose étant égale par ailleurs, et il y a beaucoup de choses qui se passent en agriculture, on est les premiers à le savoir, de toute évidence, mais
euh, ça augmente, une diminution de 10 du dollar canadien, par exemple, augmente, toute chose étant égale par ailleurs, les revenus agricoles de l'ordre de 6. Donc, si on se tient dans le bas de la fourchette, on n'est pas trop loin du bas de la fourchette présentement. Là, on doit être autour, j'ai pas regardé ce matin, mais on doit être autour de 72,5 sous américains là, pour le dollar canadien. Si on tient dans le bas de la fourchette, je pense que ça pourrait à tout le moins soutenir et ne pas, si on veut, rendre la situation pire pour les revenus agricoles et au moins donner un certain soutien. Et puis, comme tu le disais, le fait que le dollar canadien ne s'est pas apprécié autant que les autres devises par rapport au dollar américain, ben, ça donne une certaine compétitivité, si on veut, par rapport à d'autres concurrents sur les marchés internationaux, si on pense à l'Europe, l'Australie, etc. Donc, quand même une bonne nouvelle, mais effectivement, on pense que le dollar canadien n'a pas beaucoup de place à baisser, beaucoup plus qu'il ne l'est présentement, et que peut-être la fourchette est plus de 72 à 74. Donc, merci, Christian. On va passer et puis je vais en profiter pour te poser d'autres questions sur les marchés agricoles, parce que justement, je le disais, dollar faible canadien peut donner un certain boost, si je peux me permettre l'expression, aux revenus agricoles. Mais on sait que quand on parle de grande culture présentement, les prix présentement par rapport où ils étaient récemment dans les 5 dernières années, etc., ces prix-là sont beaucoup moindres qu'ils ne le sont. On a eu une diminution du revenu en grande culture, je pense au niveau canadien, de l'ordre de 10 ou presque en 2024. Qu'est-ce que 2025, où on risque de terminer l'année en 2025 et quels sont les facteurs principaux à surveiller lorsqu'on parle de grande culture? Oui, l'année passée, la baisse des prix avait certainement limité les recettes des grandes cultures. Cette année encore, les prix des grains restent faibles, particulièrement à cause de l'offre. Statistique Canada, qui vient de publier un rapport, elle s'attend à ce que la production agricole pour 2025-2026, ça va être presque 98 millions de tonnes. Donc ça, c'est légèrement en hausse par rapport à l'année précédente. Et si vous regardez les détails, là, la production est en hausse pour le canola et le maïs, et elle sera en baisse pour le blé et le soja par rapport à l'année dernière. Ça, c'est la production canadienne. Mais comme on le sait très bien, l'évolution des marchés mondiaux est très importante en ce qui concerne les prix que nos producteurs reçoivent. Donc, c'est important de voir qu'est-ce qui se passe chez nos voisins américains, par exemple. Et là, il y a une graphique intéressante qui vient de l'USDA. Donc, l'USDA, là, c'est le département américain de l'agriculture. Elle nous dit qu'on aura une production de maïs record. euh, et ça, ce n'est pas seulement à cause des rendements records, mais aussi à une superficie accrue. Donc, même avec une forte demande, le ratio stock-utilisation devrait augmenter et ça va limiter les prix du maïs. Bien sûr, ici, là, les choses peuvent changer, donc il faudra qu'on surveille ce que l'USDA nous dit, mais pour le moment, ça, c'est la situation. Donc, ça, c'est le maïs. L'histoire du soja est également très intéressante. L'USDA a abaissé ses estimations de la superficie du soja, mais elle prévoit quand même un rendement record du soja. Et vous pouvez voir à l'écran ici, ce n'est pas seulement les États-Unis, mais le Brésil aussi, des récoltes monstres au Brésil, qui fait de sorte que la production a dépassé l'utilisation mondiale. Par contre, cette année, la production et l'utilisation mondiale seront relativement équilibrées, ce qui entraînera, en notre opinion, une diminution du ratio stock-utilisation. Ce qui est à l'origine de cette situation, c'est la forte demande mondiale du soja, ainsi qu'il y a certains changements de la politique américaine en matière de biocarburants qui ont fait de sorte que ça met l'accent sur l'approvisionnement du soja aux États-Unis. Il faudra bien sûr surveiller la demande de la Chine, qui est, comme on le sait, est un énorme impact sur le marché du soja international. Si la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine se poursuit, ben, les prix du soja pourraient baisser encore. Ben, tu viens de parler de la Chine, je pense qu'on va y revenir à la Chine parce que c'est très important je pense, de prendre un certain temps pour analyser un peu qu'est-ce qui se passe avec la Chine, certainement du côté des cultures de l'Ouest, par exemple, ce qui se passe avec le canola. La situation dans le canola est très importante. Ce que je voudrais juste mettre l'emphase, c'est sur les deux derniers graphiques, maïs, soya, les prix sont dans le bas de la fourchette de 5 ans, donc on ne pense pas qu'il y a nécessairement beaucoup de potentiel de voir ces prix-là s'apprécier. La Chine, très important sur les marchés agricoles, même lorsqu'on n'exporte pas nous-mêmes nécessairement vers la Chine ou directement, elle a un poids énorme du côté de la demande et bien sûr, c'est un impact énorme. Et la situation présentement dans le canola, où on a eu une taxe sur les exportations de tourteaux de canola, dis-je bien, d'huile de canola de l'ordre de 100 pour la Chine, c'est bien sûr, c'est le marché du tourteau de canola qui est le plus important. L'huile de canola, on pense peut-être un peu plus important du côté des États-Unis. Mais là, maintenant, la Chine, récemment, au mois d'août, a taxé les exportations
de canola elle-même, donc non transformée, donc de l'ordre un petit peu plus que 75 Et ce tarif-là est en place, malgré le fait qu'on se donne une certaine fenêtre de négociation, si on veut, avec le Canada pour voir quelle sorte de règlement ou quelle sorte d'entente on pourrait avoir. Mais il existe un tarif présentement. On n'a pas encore vu nécessairement, Christian, beaucoup d'impact, si on veut, sur le prix. Mais il y a quand même, je pense, est-ce que c'est juste, je te poserai la question, est-ce que c'est juste de parler d'incertitudes énormes sur les marchés parce qu'effectivement, il y a cette menace de tarifs qui, jusqu'à présent, ne s'est pas encore nécessairement matérialisée par une baisse de prix. Il y a quand même une menace assez importante là, du côté de la Chine dans ce qui a trait, par exemple, tout le marché des oléagineux. Oui, là, absolument. En fait une image vaut beaucoup mieux que des mots. Là, si on peut mettre la graphique, ça va peut-être élucider le mystère ici. Là. Vous pouvez voir l'écran. En se basant sur les estimations de stock et utilisation, on pense que le ratio stock-utilisation pour le canola sera d'environ 13%. Bon, l'hypothèse ici, c'est que nous exportons que 7 millions de tonnes en raison de la perte des exportations chinoises, comme tu l'as mentionné, et que nous envoyons près de 12 millions de tonnes à la trituration. Donc, pour nous, juste à cause de ça, si vous regardez la graphique, donc le potentiel à la hausse des prix du canola est quand même limité, en notre opinion. Donc, ça, c'est le canola. Mais je crois un mot maintenant sur du blé, parce que l'USDA, d'après l'USDA, la production mondiale du blé devrait augmenter cette année, donc par rapport à l'année passée. Et le fait que l'approvisionnement en blé, donc l'offre aux États-Unis, c'est vraiment solide, le ratio des stocks à utilisation reste élevé. Donc, ce qui va peser sur le prix du blé, ça a un impact sur les décisions en matière d'ensemencement. Et là, la prochaine graphique, ça va vous donner une idée. Là. Si les producteurs prenaient des décisions en matière d'ensemencement pour 2026 aujourd'hui, ben, le ratio de prix favoriserait largement l'ensemencement du canola. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant que je voulais partager. En fait, juste pour puncher un peu plus l'argument, c'est intéressant. Il y a en masse, il y a encore beaucoup de temps entre le moment où les décisions devront être entérinées, etc., pour les décisions d'ensemencement 2026. Mais quand même, si on était à prendre la décision aujourd'hui, malgré tout le risque, si on veut, de baisse de prix pour le canola, le fait est que le marché du blé est très déprécié et que ça quand même envoie un signal de dire qu'il y a peut-être un certain avantage à la marge lorsque les superficies peuvent être ajustées. Et c'est sûr que les conditions agronomiques font en sorte que les rotations, etc., sont souvent prédéterminées, mais le peu de marge de manœuvre qu'on a devrait, en fait, présentement, les marchés suggèrent que c'est favorisé par des ensemencements vers le canola au lieu du blé, par exemple. C'est assez intéressant dans le sens où ça montre comment les prix sont soumis à une certaine pression. Donc, on parle de prix, donc on peut parler de revenus. Avant de parler de profitabilité, alors regardons maintenant du côté de ce qui se passe du côté des intrants. Qu'est-ce qu'on peut regarder du côté des intrants pour essayer de comprendre un peu les perspectives de rentabilité pour l'année de mise en marché actuelle et peut-être même commencer à envisager la prochaine? Un intrant très important, c'est les engrais. Donc, les prix des engrais, comme tu sais, a augmenté au cours de l'été, même si c'est une période qui était supposée d'être calme pour le prix des engrais, mais on a vu quand même les prix à la hausse. Et la raison, c'est que la demande en azote était forte parce que, comme je le mentionnais au début, les agriculteurs américains ont vraiment planté beaucoup de maïs. Donc, et aussi sur le marché mondial, la forte demande a maintenu les prix de l'azote à des niveaux élevés. Prix des phosphates aussi reste élevé parce que l'offre mondiale est serrée. Donc, tout ça fait de sorte que l'abordabilité des engrais, ça devient un problème. On regarde souvent un ratio, le ratio des prix des engrais par rapport aux cultures. Donc, si le ratio est élevé, ça signifie que les engrais sont chers par rapport au prix des cultures. Et si c'est bas, donc c'est l'inverse. Donc, ce ratio-là, ça influence les décisions des agriculteurs en matière d'intrants sur les cultures à cultiver et la quantité d'engrais, bien sûr, qu'ils vont utiliser pour essayer de maximiser la profitabilité, la rentabilité. Et là, il y a une graphique quand même qui démontre le problème qui est à l'écran maintenant. Le ratio reste élevé en 2025. L'abordabilité est pire pour la rotation canola-blé qui se passe généralement dans l'ouest du pays. Et ça, c'est largement à cause de la faiblesse des prix des cultures. Donc, tout ça, que ça veut dire, c'est que la profitabilité devrait être pas très bonne dans l'ouest comparé à l'est. Et la prochaine graphique peut-être va vous donner un aperçu en termes de profitabilité. Si on peut mettre la prochaine graphique à l'écran, s'il vous plaît. Ouais, voilà, merci. Euh, et donc, les marges prévues dans l'Ouest pour 2025-26 sont à peine supérieures au seuil de rentabilité.
est bien inférieure à la moyenne quinquennale. Donc, 3 années consécutives de rentabilité difficile pour l'Ouest du Canada avec la rotation au canola blé. Une des raisons, c'est ce que j'ai mentionné au début avec les engrais. Dans l'Est du Canada, les projections des rentabilités, ça devrait être semblable, en notre opinion, au rendement de l'an dernier, en supposant bien sûr qu'il y a des rendements proches de la moyenne. Mais on sait qu'il y a certaines régions de l'Est qui ont connu un été chaud et sec. Donc, ça réduira un peu les rendements. Et donc, c'est possible que la rentabilité de ces producteurs-là soit inférieure à ce qu'on démontre sur cette graphique-là. Pour revenir aux recettes agricoles, tu l'as mentionné plus tôt qu'elles étaient en baisse l'année dernière. Et ça, c'est principalement à cause, comme je l'ai mentionné, la baisse des recettes des cultures. Cette année encore, on s'attend à une autre baisse des recettes de culture à cause des prix. Mais on pense que le bétail va plus que compenser cette année et ça va permettre aux recettes agricoles totales de rebondir en 2025. Donc, ça m'amène à la prochaine chose qu'on absolument on doit parler aujourd'hui, ça, c'est les viandes rouges. Effectivement, on va parler maintenant de production animale. Juste pour revenir quelques mots sur les graphiques qu'on a vus à l'écran, on n'a pas besoin nécessairement de remettre le graphique, mais on aime bien vous présenter les estimations de profitabilité. Ces estimations-là, bien sûr, sont soumises à une tonne d'hypothèses. Et donc, ces hypothèses-là vont être différentes pour chaque entreprise. Donc, je pense que, et vous allez voir d'autres estimations de profitabilité, dis-je bien, pour d'autres secteurs en production animale. Et ce qui est important de noter, c'est que c'est pas nécessairement le chiffre lié à dollars par acre ou dollars par tête, si on parle de production animale, mais c'est bien sûr de regarder plus la tendance. Comme par exemple, lorsqu'on parlait de profitabilité dans le secteur des grandes cultures, bien, on essayait d'enlever la partie coût de la terre parce que que ça soit en location ou encore en propriété, bien, les coûts peuvent être différents, etc. Donc, on essaie vraiment de- de- d'enlever, si on veut, l'élément un peu plus spécifique à chaque entreprise, mais néanmoins, il reste qu'il y a il y a une grosse particularité par rapport aux estimations de profitabilité. Donc, je pense que la façon de regarder ces estimations-là sont vraiment de regarder par la tendance de 2024 à 2025 à 2026. Et peu importe où vous êtes par rapport à votre propre profitabilité, bien, c'est de voir comment cette tendance-là évolue pour l'appliquer à vos propres données là, sur votre entreprise. Donc, je voulais prendre le temps de bien expliquer ceci. Donc, allons-y en production animale. On va commencer par le secteur porcin. On a eu dans le secteur porcin des années quand même, disons-le, assez difficiles. 2023 était une année très difficile. Une partie de 2024 ou du début de 2024 a été difficile. Fait que si on regarde présentement, les inventaires au niveau porcin du côté du Canada, on est les données les plus récentes à 13,8 millions de têtes. C'est ce qui est à peu près une baisse de 1% annuellement par rapport à où on était l'an passé. Donc, cette baisse-là n'est pas nécessairement surprenante si on considère encore une fois qu'on a traversé les années assez difficiles, 2023, une partie de 2024. On a fini l'année 2024 en bonne posture quand même. 2025 va bien. Euh, Si on regarde les chiffres en production maintenant, oui, il y a une diminution des inventaires et aussi du stock reproducteur, mais on a des gains de productivité quand même assez appréciables. Au niveau canadien, par exemple, si on regarde le nombre de porcelets par portée, on est autour de 14 présentement. Ça a été des gains, ça représente des gains de productivité assez appréciables, ce qui est bénéfique à l'industrie, ce qui permet d'enregistrer une profitabilité accrue. Encore une fois, comme dans le secteur des grandes cultures, si on parle en production porcine, ben, on est influencé par le marché des États-Unis, c'est évident. Donc, du côté des États-Unis, si on regarde les inventaires, eux autres ont été en croissance de 1%. Les marchés à terme ne semblent pas nécessairement si, si troublés, si on veut, par la hausse de la production aux États-Unis. Ils semblent être confiants qu'il y a une certaine demande qui est quand même forte. Et puis, je vais revenir sur la demande à laquelle on fait face sur les marchés d'exportation. Mais entre-temps, ce que je veux voir, je veux vous montrer, c'est les prévisions de profitabilité dans le secteur porcin. Donc, deux graphiques à l'écran. Du côté gauche, on peut parler d'un élevage naissance finition au Manitoba, élevage naissance finition en Ontario. Bien sûr, ça ne reflète pas la situation au Québec, mais comme je le dis, deux provinces qui ont différentes dynamiques en termes de coûts d'alimentation animale. Je pense qu'on peut regarder plus du côté Ontario pour avoir une perspective plus québécoise, par exemple, par rapport à la profitabilité, mais ce n'est pas nécessairement le chiffre lui-même, mais bien sûr la profitabilité. Donc 2025 est une bonne année, sans aucun doute. 2026 s'annonce pour être, encore une fois, si on regarde les prévisions, on regarde les marchés à terme en termes d'alimentation animale versus prix du porc, les choses semblent relativement intéressantes. Donc, une profitabilité qui va rester positive. Je pense que c'est quelque chose qui va être bénéfique pour le secteur après certaines années qui ont été plus difficiles.
Euh, la demande est super importante. Puis quand on parle de production porcine, bien sûr, tout de suite, on va, par exemple, sur les marchés d'exportation. Le marché chinois, avec une taxe de 25 sur les exportations de viande porcine du Canada, bien sûr, est beaucoup plus difficile. Par contre, c'est intéressant de voir que de janvier à juillet pour 2025, on a vu une certaine diminution en valeur des exportations vers la Chine, mais une légère augmentation des volumes exportés du Canada vers la Chine. Donc, la Chine a quand même perdu sa troisième place. On a toujours parlé de la Chine comme étant le troisième marché d'exportation après le Japon et les États-Unis. A commencé à perdre des plumes déjà en termes de marché d'exportation. Juin, juillet a été très, très, très difficile sur les marchés d'exportation pour la Chine. Donc, on a réussi par contre, parce qu'on a vu des diminutions importantes. Donc, même si les données pour tout le début 2025 ne sont pas si mauvaises par rapport à nos exportations vers la Chine, le marché chinois a perdu beaucoup, énormément. On a perdu beaucoup sur le marché chinois au mois de juin et au mois de juillet. Donc, ça, c'est à surveiller parce que c'est quand même un marché qui est intéressant pour voilà, essayer de combler une certaine partie de revenus là, pour certaines parties ou certaines pièces de viande ou certaines pièces de la carcasse qui sont moins valorisées sur certains autres marchés. Par contre, si on regarde du côté positif, le marché des États-Unis est quand même assez stable. Donc, pas nécessairement de croissance de ce côté-là. Marché japonais, marché coréen, sud-coréen, dis-je bien, en forte croissance, pratiquement les deux de 25 de croissance pour les 7 premiers mois de 2025. Donc, si on est capable de soutenir cette croissance-là, avec une inflation, somme toute, au niveau canadien pour ce qui est de la protéine porcine relativement euh, faible si on se compare aux autres protéines. Donc, je pense que de ce côté-là, du côté de la demande, je pense que les choses augurent bien pour 2025 et pour le début 2026. Donc ça fait le tour de la production porcine. Si maintenant je regarde pour le côté production bovine, les choses sont un peu différentes. Donc on peut peut-être juste regarder le graphique, mais avant de juste le graphique, juste je pense que le signal important à regarder pour ce qui est de la production bovine, ce sont la possible reconstitution, si on veut, du cheptel bovin. Parce que c'est une question qui est à peu près sur toutes les lèvres, étant donné le cycle actuel où on est présentement, étant donné la forte augmentation des prix, à quoi peut-on s'attendre? On a, depuis le début de l'année, en fait, une certaine hausse des inventaires de bovins au niveau canadien, donc d'à peu près 1 donc à l'échelle du Canada, ce qui n'était pas arrivé depuis 2021. Donc, c'est quand même un certain signal. Je ne sais pas que c'est un signal fort d'une certaine reconstruction qui va arriver, mais on a quand même un certain signal que la reconstruction, les inventaires sont en hausse au niveau canadien. Et là, on pourrait remettre le graphique présentement. Ce qui est intéressant de regarder, c'est ce qui se passe au niveau nord-américain, parce que ce qui se passe au niveau nord-américain va avoir un certain impact sur les prix. Et le plus loin qu'on peut anticiper en termes de perspective de prix, on s'attend à ce que les prix en production bovine restent élevés. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la relation entre la part des vaches hygiénistes qui sont envoyées à l'abattage, donc pour les 7 premiers mois de l'année, versus versus les changements annuels dans le troupeau de bovins. Et vous voyez qu'il faut à peu près arriver à un niveau de 47 de la part. Donc, il faut un peu retenir encore un peu plus vaches et génisses envoyées à l'abattage pour être capable de dire qu'on s'en va vers une reconstruction du cheptel à l'échelle nord-américaine. Au niveau canadien, on est autour de 44 Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'on a une certaine augmentation des volumes ou des inventaires, mais au niveau nord-américain, qui a plus d'influence sur le prix, on n'est pas encore rendu. Et vous voyez la dynamique de son port de 2022, 2023, 2024 et 2025. On se dirige tranquillement vers ce 47 là, de part qui pourrait envoyer un certain signal qu'on est en train d'observer le début d'une certaine reconstruction. Mais encore là, on est quand même pas nécessairement proche d'une reconstruction du cheptel, ce qui fait en sorte que les prix vont demeurer élevés. Et les prix demeurent élevés, pardon, parce qu'on a une demande qui est assez forte. Si on regarde l'inflation pour la protéine bovine dans les 12 derniers mois, on est autour de 12. Oui, la consommation a chuté, mais ce n'est pas nécessairement une surprise de voir la consommation chuter, étant donné que les volumes disponibles sur le marché canadien sont en baisse.
On regarde aussi à l'échelle nord-américaine, les volumes sont en baisse. Si on regarde, par exemple, ce qui se passe du côté des États-Unis, on empêche, si on veut, l'importation de bovins, du Mexique vers les États-Unis en raison d'une maladie. On taxe les exportations de viande bovine qui proviennent du Brésil vers les États-Unis. Donc, ça fait en sorte que ça crée certaines barrières et ça sollicite beaucoup la production interne, la production nord-américaine. Et de ce côté-là, je pense que la demande des consommateurs, malgré l'inflation qu'on a vue, reste quand même assez forte. Donc, je ne m'attends pas à une diminution du prix au détail. La demande des consommateurs va rester élevée, mais c'est sûr que la forte inflation qu'on a eue récemment met un certain plafond, si on veut, à la possibilité de voir la demande augmenter. Mais étant donné les chiffres liés à la production, l'équilibre entre production et consommation ne devrait pas être perturbé pour le reste de 2025 et le début 2026, ce qui fait en sorte qu'on devrait avoir une bonne profitabilité. Secteur vache-veau, profitabilité bien au-delà des moyennes sur 5 ans, par exemple, si on recule au début des années 2020. Pour ce qui est des parcs d'engraissement, je pense que le ratio prix bovin d'engraissement versus veau de boucherie ce ratio-là va être à l'avantage va continuer à être à l'avantage, c'est-à-dire va s'améliorer de la perspective des parcs d'engraissement, ce qui devrait aussi offrir des bonnes perspectives de profitabilité pour la fin 2025, début 2026. Et on parlait tantôt en grande culture de perspectives de prix qui ne sont pas nécessairement très positives du côté production en grande culture. Donc, ce qui fait en sorte que, en termes de coût d'alimentation, on devrait avoir une certaine stabilisation de ce côté-là, encore une fois, qui soutient la profitabilité en production dans le secteur des viandes rouges. Si on remet maintenant, on va plus du côté en production laitière. Donc, en production laitière, je pense que je commencerai par discuter un peu des tendances liées à la consommation. On a des tendances, une forte augmentation, par exemple, dans certains secteurs de produits laitiers. Si on pense au yogourt, crème glacée, donc, ce qui fait en sorte que ça change un peu, si on veut, l'allocation du lait lié aux différentes classes de transformation. Si, par exemple, on voit à l'écran, on pourrait montrer à l'écran la part du lait qui est envoyée vers différentes classes laitières, puis on voit que ces parts-là ont évolué dans la dernière année en fonction des préférences des consommateurs qui semblent avoir évolué elles-mêmes. Donc, le fait de diriger du lait vers certaines classes, plus que d'autres, a certains impacts au niveau des revenus laitiers. Mais du côté consommation, encore là, si je prends une perspective plus globale en termes de consommation, je pense que les perspectives de consommation ont été vraiment positives dans le sens que si on regarde la population canadienne, bien, celle-ci n'a pas grimpé au premier trimestre de 2025. Les chiffres les plus récents sont pour le premier trimestre de 2025. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait un changement énorme du côté population canadienne en 2025 pour le reste de l'année. Ce qui fait en sorte que les chiffres de consommation, lorsqu'on parle d'augmentation dans certains segments de 8 bien, c'est quand même des chiffres très intéressants et très positifs pour le secteur laitier. On est encore, peut-être qu'on surfe encore un peu sur l'augmentation de la population qu'on a vécue jusqu'à la fin de 2024, parce que si on prend des perspectives des 12 derniers mois, on a encore une population un peu plus qui est en hausse. Mais néanmoins, étant donné que les attentes pour le reste de 2025, 2026 sont une population canadienne plus stable, peut-être une certaine légère croissance, bien, le fait est que la consommation ou la compétitivité, si je veux, de la protéine laitière semble intéressante. Côté production, si on regarde du côté de l'Ouest canadien, bien, on a vu dans le pool de l'Ouest canadien, on a vu 16, il y a eu, en fait, on a enlevé 3 journées de production additionnelles, mais si on prend une perspective un peu plus globale, on a eu quand même 16 journées additionnelles de production, en plus d'une augmentation là, du quota de production de 2 Fait que il semble avoir, encore une fois, ça semble confirmer, si on veut, la demande forte. Si on regarde du côté du P5, bien, on a eu une hausse des journées de production aussi additionnelles. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et on s'attend à ce qu'il y ait d'autres journées qui soient attribuées peut-être pour l'automne ou à la fin de l'année 2025. Ce qui est intéressant de souligner, c'est un peu ce qui va se passer à propos du prix. Parce que bientôt, on aura une idée des perspectives de prix pour le lait pour l'année 2020, en fait, pour l'année 2026. Ces perspectives-là vont être déterminées par ce qui s'est passé sur les marchés en 2025. Si on regarde la formule de prix telle qu'appliquée par la Commission canadienne du lait, bien celle-ci prend une moyenne pondérée, en fait une moyenne, dis-je bien, de l'indice des prix à la consommation versus
moyenne de l'indice des coûts de production. Et si on regarde la moyenne pour l'indice des prix à la consommation, les données, bien qu'il nous manque, je pense, un mois de données, là, on est autour de 1,9%. Donc, si on pense que le coût de production pour 2025 va être stable, ou a été stable, ce qui tourne autour de zéro, puis on pourrait être en mesure de s'attendre à une augmentation du prix du lait effectif pour l'année 2026, le prix cible, je devrais dire, pour l'année 2026, une légère augmentation, peut-être de l'ordre de 1%. Donc, ça, c'est quelque chose à considérer. Il y a bien sûr pour le secteur laitier, on peut aussi parler de tout ce qui est tension commerciale. Il y a énormément de tensions commerciales. Il y a aussi certaines bonnes nouvelles. On a réglé le différend, par exemple, avec la Nouvelle-Zélande par rapport à l'administration des contingents tarifaires. Est-ce qu'on est en droit de s'attendre à plus d'importations provenant de la Nouvelle-Zélande? Pas dans le cas du beurre, parce qu'on a quand même rempli nos quotas ou les contingents tarifaires d'importation de ce côté-là. Peut-être pour certains autres produits, on peut s'attendre à une légère augmentation des volumes d'importation si cette entente-là entre le Canada et la Nouvelle-Zélande vont permettre d'allouer les contingents et de peut-être générer plus d'échanges juste de ce côté-ci de la frontière. Il reste aussi, bien sûr, je pense que c'est une des choses qui est certainement un des enjeux les plus importants à surveiller, c'est la révision, si on veut, ou la revue, je devrais dire, de l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Celle-ci est cédulée pour 2026. Les États-Unis viennent d'annoncer une période de consultation déjà, donc ils ouvrent une période de consultation pour les entreprises américaines qui peuvent, elles, soumettre, si on veut, leurs commentaires par rapport à qu'est-ce qui devrait changer par rapport à l'entente de libre-échange. Les États-Unis aussi, la Commission sur le commerce international a lancé une enquête sur le dumping, si on veut, de protéines laitières du Canada, alors que nos parts d'exportation sur le marché international sont minimes, vraiment très minimes par rapport à ce que les États-Unis, eux autres, ont comme part de marché, ce qui est c'est un peu, je dirais, un peu ridicule dans un certain sens, étant donné que les parts de marché du Canada sont très minimes, mais il reste qu'il y a certaines pressions qui vont devoir être surveillées pour l'année 2026. Et finalement, bien, si dans le secteur laitier, on peut regarder aussi les inventaires. Bon, il y a un petit peu un changement de disponibilité de données. Hein. Statistique Canada ne rapporte plus les inventaires au niveau mensuel, mais bien de façon trimestrielle. Mais si on regarde les stocks, par exemple, tel que rapporté par la Commission canadienne du lait, bien, les inventaires de beurre, par exemple, sont assez élevés, même lorsqu'on essaie de corriger pour le fait que la population canadienne a augmenté dans les dernières années, on est quand même à des stocks assez élevés. Donc, il est important de voir quelle va être la consommation dans les prochains mois pour être en mesure de voir quels vont être potentiellement les ajustements liés à la production en termes de journées additionnelles de production. Donc ça fait le tour un peu de protéines laitières. Christian, je serais tenté, je viens de parler un peu d'inventaire du côté du secteur laitier. Un des secteurs qui a bien sûr aussi un impact pour le secteur, où les inventaires ont un impact, c'est le secteur production du poulet. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner vite, là, un bref aperçu, si on veut, de ce qui se passe dans le secteur de viande de poulet? Effectivement, les stocks sont aussi importants dans le secteur de la volaille, comme tu sais. Donc, mais avant de parler de 2025, allons revenir un moment à 2024, qui a été une année d'ajustement quand même pour l'industrie du poulet. Donc, l'industrie a dû s'ajuster au fait que le Chili s'est adhéré à l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste. Donc, ça, c'était en 2023 que la Chili s'est joint à cette organisation. Mais les importations de poulet, après l'adhésion du Chili, ont beaucoup augmenté. Donc, c'est vrai que ces importations représentent moins de 2% de la production nationale au Canada, mais c'est quand même important que dans un système de gestion de l'offre. Et donc, l'industrie a continué à augmenter sa production. Et là, je peux vous le montrer à l'écran. Là. On peut le voir à l'écran. Les stocks se sont accumulés depuis début 2024, comme je le mentionnais au début, mais la production a dû ralentir pour que les stocks puissent être épuisés. On s'est retrouvé avec presque aucune croissance de production l'année passée. Mais ces stocks ont été épuisés. Et l'industrie maintenant s'attend à ce que les volumes d'importation à travers l'accord du partenariat transpacifique soient presque entièrement comblés grâce au Chili. Étant donné que les stocks sont relativement bas, les quotas de production ont augmenté. Donc, ça veut dire que la croissance de la production au deuxième semestre de 2025, en notre opinion, ça devrait être forte. Du côté des dépenses, nous constatons une stabilité des coûts des aliments pour animaux cette année et on pense que ces coûts-là pourraient même baisser dans les mois à venir, étant donné la grande récolte du maïs aux États-Unis, comme je l'ai mentionné avant.
Donc, en somme, Jean-Philippe, le secteur du poulet semble, ça semble un peu plus équilibré en termes de stock et de demande. Et avec cette stabilité-là, voire même une baisse des prix des aliments pour les animaux. Donc, cela devrait être bénéfique pour les marges. Alors, donc, passons maintenant à l'industrie de la transformation. L'industrie de transformation en santé, bien sûr, a des avantages énormes pour la production primaire. Euh, c'est un secteur, l'agroalimentaire, qui est très divers, mais comment tu essaierais de caractériser en premier lieu les perspectives pour le secteur de la transformation alimentaire et des boissons? Ensemble, le secteur canadien de la fabrication d'aliments et de boissons, ça se débrouille pas mal, étant donné la faiblesse des exportations vers les États-Unis. En fait, si vous pouvez mettre la graphique ici, je crois qu'il peut expliquer la situation. Les ventes, quand même, euh, pardon, les ventes cumulatives sont en passe d'augmenter légèrement en 2025. Donc, très légèrement. Cela dit, la croissance, comme vous pouvez voir ici, la croissance est tirée par des prix car les volumes de vente devraient diminuer pour une troisième année de suite. Ce n'est pas vraiment étonnant parce qu'on on sait que les exportations baissent, comme j'ai déjà mentionné avec la guerre commerciale. Mais nous savons aussi que le consommateur, il y a des défis là, liés à l'endettement élevé et l'affaiblissement du marché du travail, comme je l'ai mentionné. Donc, mais pour 2026, nous anticipons à ce stade une augmentation des ventes. Et ça, en grande partie, on pense qu'il y aura un rebond partiel des volumes. Euh, donc, peut-être les exportations, les choses pourraient s'améliorer un petit peu là. Et aussi, on pense que le consommateur, il y a quand même du potentiel à la hausse en 2026. Jean-Philippe, on n'a pas le temps aujourd'hui pour couvrir tous les secteurs, mais on va publier une mise à jour quand même dans notre rapport de mi-année sur l'industrie des aliments et boissons. Donc, ça va se passer la semaine prochaine, le 24 septembre, et ce rapport-là sera disponible sur notre site web. Excellente opportunité d'aller chercher les détails pour certains secteurs, parce que comme tu l'as dit, il y a énormément d'informations, juste le graphique que tu présentais, juste l'idée de dire, regardez, bon, la variation des ventes en dollars versus la variation des ventes en volume, et on voit que les volumes sont impactés par surtout les marchés d'exportation, comme tu l'as bien expliqué. Et donc, c'est assez difficile dans ce cas-ci pour les transformateurs d'aller chercher des marchés additionnels, étant donné les pressions là, sur ce qui se passe aux États-Unis. Tu le disais, le 24 septembre, donc dans une semaine, si moins d'une semaine, on va être capable d'avoir publié les perspectives pour plusieurs différents secteurs. Est-ce que, par contre, on serait capable aujourd'hui de regarder, voir pour quelques secteurs, comment les choses peuvent être très différentes d'un secteur à l'autre, par exemple? Oui, je prends les produits laitiers, par exemple. Donc, ça représente un secteur qui est presque entièrement alimenté par la demande intérieure. Heureusement pour les transformateurs, la demande est forte, comme tu l'as mentionné. Donc, les consommateurs recherchent activement des produits qui sont riches en protéines. Donc, ce secteur-là enregistre une très bonne année et on pense que les ventes devraient rester solides en 2026 aussi. Donc, on compare cela avec le secteur qui est exposé au commerce international, comme la mouture de céréales et des oléagineuses. Donc, plus de la moitié de ces ventes-là reposent sur les marchés d'exportation. Et cette année, elle est confrontée à de sérieux vents contraires, comme tu le sais. Donc, les tarifs douaniers de la Chine sur les semences, les tourteaux, l'huile de canola. Donc, tout cela conjugué à l'incertitude de la politique des biocarburants aux États-Unis. Donc, tout ça fait de sorte que la demande a quand même freiné. Les ventes sont donc en baisse, donc pas étonnant de cette année. Et ce n'est pas clair si les choses vont s'améliorer étant donné l'incertitude liée aux barrières commerciales. Donc, on peut voir à travers ces deux secteurs-là les différents défis que font face les transformateurs et la diversité au sein de la fabrication des aliments et des boissons au Canada. Et lorsqu'on regarde, je pense que tu l'as mentionné au tout début, hein, je pense que l'aspect consommateur est super important ici au Canada parce que la santé économique, si on veut, des consommateurs va avoir un impact important sur la possibilité de développer les ventes en termes de les ventes alimentaires ici au Canada. Oui, donc j'ai mentionné plus tôt, peut-être c'est une bonne idée de ramener la graphique, la dernière graphique qu'on vient de voir, parce que si vous voyez ici sur la graphique 2026, on est quand même, on pense qu'il y aura un petit rebond. Et là, la raison pourquoi on est, on voit des signes de reprise quand même. Donc et je vais vous donner un exemple, là, les dépenses de consommateurs en aliments et boissons non alcoolisés. Donc ça a augmenté
au deuxième trimestre sur une base par habitant. Donc ça, c'est un bon signe. C'était modeste, mais c'est quand même un bon signe, ça va dans la bonne direction. Donc ça nous donne un peu d'optimisme pour 2026. Autre facteur qui nous donne un peu d'espoir, c'est le fait que les Canadiens préfèrent des produits d'origine nationale, puisque seulement, comme vous savez, à peu près un quart des aliments transformés proviennent des importations. Donc la majorité, c'est fait au Canada. Et la guerre commerciale semble avoir renforcé cette préférence pour les produits canadiens. On a observé une chute marquée des aliments importés au deuxième trimestre et des boissons par rapport au premier trimestre. Donc, le mouvement Achetons canadien, que vous le savez, donc à propos, en notre opinion, ça a eu certainement un impact vers la consommation des produits canadiens. Le mouvement aidera, en notre opinion, à gonfler les ventes, mais il y a quand même, ce n'est pas une garantie que ça se maintienne, surtout si les prix ne sont plus compétitifs, hein. Il faut se rappeler que, comme je le mentionnais, situation difficile économique, marché du travail qui n'est pas très bon. Donc, de nombreux ménages demeurent sous pression financière, donc ils vont continuer de choisir des produits canadiens seulement s'ils demeurent abordables, Jean-Philippe. Je pense que s'il y a une bonne opportunité ici de mettre en relief ce que tu viens de dire avec ce que tu as dit au tout début lorsque tu parlais d'infrastructure, parce que tu l'as mentionné, on importe quand même. On a une balance commerciale positive maintenant, ce qui est au fil des années qui a été gagné au fil de travail acharné de la part des entreprises de transformation pour développer leur position. Mais on importe encore certains produits américains et on a une étude qui va sortir bientôt qui fait mention des possibilités peut-être de. On parle beaucoup de diversifier nos exportations. Maintenant, le marché américain est de moins en moins certain. On l'a pris pour acquis pendant de nombreuses années. Le marché américain va toujours demeurer un marché important pour nous autres. On ne sera jamais capable de se, de se libérer, si on veut, de ce marché américain-là, la plus grande économie mondiale située qui est localisée tout juste à côté. Par contre, il y a une possibilité ici que si on travaille du côté des infrastructures, si on travaille du côté de la modernisation de la réglementation, etc., entre les provinces, et on peut potentiellement être capable d'avoir un peu plus de commerce interprovincial dans certains secteurs spécifiques. On ne parle pas ici, bien sûr, de prendre un produit de la Colombie-Britannique versus les provinces maritimes, mais peut-être de venir essayer de créer un petit peu plus de commerce interprovincial, déplacer les exportations américaines vers le Canada et ainsi peut-être à voir que notre fardeau vers les États-Unis à diversifier nos exportations est peut-être un peu moins parce que peut-être même on fait peut-être plus de commerce maintenant Est-Ouest à l'intérieur du Canada. Fait que ça, je pense que c'est intéressant de mettre en perspective ce qu'on a dit au début par rapport au développement de l'économie canadienne versus les perspectives de croissance de l'industrie de la transformation. Ceci étant dit, on va finir avec un sujet, puisqu'il est important dans le secteur de la transformation, c'est la profitabilité. On parle de vente, mais bien sûr, il y a aussi un aspect coût qui est important en termes dans le secteur de la transformation. À quoi on peut s'attendre là, pour le reste de 2025 et 2026 au niveau de la profitabilité? Ouais, les coûts ont quand même beaucoup augmenté, on le sait en 2022-2023, mais ces augmentations-là se sont stabilisées depuis, euh, quoique à des niveaux élevés. On s'attend seulement à un ralentissement en 2025. C'est difficile de prédire exactement ce qui va se passer avec ces coûts-là, mais la raison pour laquelle on est optimiste, par contre, c'est quand on regarde le secteur, comme je vous mentionnais, le marché du travail. Pour vous donner une idée, en 2022, il y avait moins d'un chômeur pour chaque emploi vacant dans le secteur de la fabrication des produits alimentaires et de boissons. Maintenant, il y a deux chômeurs pour chaque emploi vacant. Donc, ce que je veux dire ici, donc, on peut s'attendre un peu à une faible croissance des salaires dans ce secteur-là. Cela, jumelé à des ventes correctes, en notre opinion, feront de sorte que les marges de l'industrie devraient être pas loin de ce qu'elles étaient l'année passée. Quoique, comme je mentionnais, il y a différents secteurs. Certains sous-secteurs feront mieux que d'autres. En bout de ligne, là, Jean-Philippe, pour 2025, c'est une année de contraste pour le secteur des aliments et des boissons. Certains secteurs, surtout axés sur les secteurs qui sont axés sur le marché domestique, ça pourrait bien faire, ces secteurs-là, alors que d'autres qui sont plus exposés à la demande étrangère auront des défis à relever. Mais les transformateurs, en notre opinion, ils peuvent contrôler certaines choses. Certaines choses, ils ne peuvent pas contrôler. Certaines choses, ils peuvent contrôler, qui vont déterminer leur marge. Et si je pense par exemple, à l'approvisionnement stratégique en intrants, augmentation de la productivité qu'on a mentionné, super important au Canada. Donc, ces choses-là peuvent aider les entreprises à réussir dans une conjoncture économique quand même difficile. Effectivement, puis ça fait quand même quelques années, depuis 2019, qu'on a vu les marges sous pression dans le secteur de la transformation. Des entreprises qui ont réussi à investir peut-être sont en meilleure posture, mais somme toute, c'est vrai que les conditions des marchés sont difficiles. Écoute, il nous reste à peu près
un 5 minutes peut-être pour adresser certaines questions. On n'aura pas le temps nécessairement de toutes faire les questions, mais une question qui vient, Christian, sur le tapis, c'est encore une fois les tarifs du côté des États-Unis. Et la question est, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces tarifs-là soient permanents ou encore est-ce que c'est simplement une mesure transitoire? Je serais curieux d'entendre ta perspective. Je me souviens, ça me fait penser que je me souviens d'une citation, et puis je suis pas capable nécessairement de l'attribuer à une personne spécifique, mais il y a quelqu'un qui a dit aux États-Unis que lorsqu'il s'agit de taxes, il y a rien, il existe aucune taxe qui peut être transitoire. Et l'idée est que, on a bien beau dire que c'est une taxe transitoire, mais que on devient vite accroché à l'aspect que la taxe génère certains revenus. Et malgré tout ce qu'on peut dire à propos des tarifs américains, je pense que les États-Unis sont en voie de récolter quelques 60 milliards de dollars en termes de revenus tarifaires, donc les taxes appliquées aux produits qui rentrent aux États-Unis. Heureusement, comme on l'a dit, moi et toi, au tout début, on est présentement exempté sous l'accord de libre-échange. Si ça venait à changer, bon, ce serait une situation tout autre. Mais il reste qu'il y a un 60 milliards de revenus là, qui est peut-être attribué aux tarifs là, sur une période de 12 mois. Donc, ça va être difficile pour les États-Unis qui ont augmenté énormément leur déficit, la dette et le déficit de l'administration fédérale, de venir se priver de tarifs-là dans le futur parce que 60 milliards de dollars quand même couvrent une partie des dépenses ou une partie de l'augmentation des dépenses. Je ne sais pas si tu as une perspective différente sur la perspective de voir les tarifs américains devenir plus permanents ou d'avoir une certaine permanence, ou encore peut-être, si on peut peut-être rêver d'avoir un certain, certaine situation dans le futur où on pourrait voir ces tarifs-là revenir à la normale. Ouais, ben, ça peut devenir permanent si c'est bon pour l'économie américaine. Et tu l'as mentionné, ouais, c'est vrai que les revenus augmentent, mais si tu regardes l'économie américaine, ça ne tourne pas à plein régime, hein. Ouais, d'ailleurs, la Réserve fédérale l'a mentionné hier. Et l'économie ralentit, le taux de chômage, euh, le marché du travail aux États-Unis, ça ralentit drastiquement, surtout après les révisions des chiffres. Donc, les tarifs ont un effet aux États-Unis et ça garde l'inflation haut en plus. Donc, ça fait de sorte. L'implication là, c'est que la Réserve fédérale ben, elle est sous pression de baisser les taux avec la Maison-Blanche qui lui demande, mais elle ne peut pas en faire beaucoup parce qu'à cause de l'inflation, ça reste un problème à cause des tarifs. Donc, il y a des effets négatifs qu'on peut voir maintenant dans les chiffres sur les États-Unis. Donc, est-ce que les tarifs vont rester en vigueur? Ben, ça va dépendre, comme je dis, de la tolérance de l'administration M. Trump euh, s'il peut absorber ce ralentissement économique-là, parce qu'il ne faut pas oublier là, qu'il y a des élections aux États-Unis qui s'en viennent, des midterms là, aux États-Unis en novembre 2026. Donc, ces choses-là vont jouer dans la décision pour garder les tarifs ou non, même diminuer un peu les tarifs. Donc, pour revenir à l'économie américaine, donc j'ai mentionné, il y a une question ici pour les taux, là, où est-ce que les taux s'en vont aux États-Unis, eux au Canada? Euh, est-ce qu'on peut retourner à zéro? Ben, ça va certainement dépendre si on va en récession. Oui, il y a des possibilités, mais et on ne peut pas écarter cette possibilité-là parce que si par exemple, le pire scénario ici, c'est que les tarifs, on a une détérioration de cette guerre commerciale-là. Ouais, là, pas seulement les États-Unis s'en vont en récession, mais le monde en entier on a des problèmes. La croissance mondiale, on n'a pas parlé de la croissance mondiale, mais ça, c'est pas une bonne chose pour la croissance mondiale. Il y a une corrélation presque parfaite entre le commerce international et la croissance économique mondiale. Ouais, les taux d'intérêt, en notre opinion, ça va continuer de baisser. Je ne vous ai pas mentionné pour 2026, donc je vous laisse regarder les perspectives économiques comme j'ai mentionné, qu'on a publiées hier pour avoir les prévisions. Mais nous, on pense que les taux d'intérêt au Canada vont baisser en dessous de 2% l'année prochaine à cause du ralentissement, à cause de ce qu'on voit avec les problèmes avec la guerre commerciale. Mais il se pourrait qu'on va encore plus bas s'il y a détérioration. Aux États-Unis, comme je mentionnais, il y aura des baisses de taux. La Réserve fédérale a commencé à baisser les taux, a recommencé à baisser les taux hier. Et elle nous dit qu'elle va baisser encore 75 points de base, mais nous, on pense que ça va baisser encore plus parce que à cause des répercussions, comme je l'ai mentionné, des tarifs sur l'économie américaine.
Il reste une minute. Peut-être qu'il y a on parle d'une dernière question sur encore une question commerciale entre la Chine, Brésil, États-Unis, Canada. On sait bien sûr que la Chine semble vouloir effectuer, ça rapproche beaucoup du Brésil. On parlait de soya, par exemple. Effectivement, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur le marché nord-américain. Donc, on peut s'attendre à ce que la demande pour le soya les courants d'échange vont être redessinés entre les différents pays. Il y a certains blocs qui se dessinent, comme je le disais, quand on parle Brésil, Chine, etc., en termes de sécurité alimentaire, il y a certaines alliances qui semblent vouloir se former. C'est bien sûr que ça aurait des répercussions. Et c'est pas toujours le niveau d'exportation, le volume d'exportation canadien qui a une importance, mais surtout comment ces blocs-là, de blocs commerciaux-là se redessinent. Et le fait est que la Chine abandonne, si la Chine abandonne de façon quasi permanente, elle va avoir de la misère à simplement se tourner vers le Brésil, mais le Brésil a quand même poussé énormément la production à la hausse. Il reste que ça va avoir des impacts et c'est quelque chose définitivement à surveiller, voir comment la Chine va se comporter relativement aux États-Unis en termes d'achat de produits agricoles. Donc, je vais terminer l'événement avec ceci. Je vous encourage tout le monde à aller vers notre site web à fac.ca, section services économiques. Vous aurez une panoplie de perspectives qui sont mises à jour hebdomadairement. Et merci à vous tous de vous être joindre à nous aujourd'hui. Merci. Si.